Bonjour et bienvenue dans l'émission 20 minutes chrono, l'émission de l'école de journalisme de Sciences Po sur les municipales. Notre invité aujourd'hui, Gaspard Ganzer, bonjour. Bonjour. Avec moi pour animer cette émission, Caroline Deschamps, journaliste à Public Sénat, notre média partenaire. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Gaspard Ganzer, vous êtes candidat à la mairie de Paris, à la tête du mouvement Parisienne Parisien. Vous avez travaillé avec Bertrand Delanoë quand il était maire et comme conseiller en communication de François Hollande. Est-ce qu'il vous soutient dans cette aventure ? François Hollande, malheureusement non. Peut-être que j'aurais aimé que oui, mais déjà, il vote en Corrèze, puisqu'il est toujours inscrit sur les listes électorales à Tulle, donc il ne pourra pas voter pour moi. Puis j'ai cru comprendre qu'il soutenait plutôt Anne Hidalgo, la maire sortante, parce qu'elle est socialiste comme lui, ce que je ne suis plus aujourd'hui moi. Voilà. Et vous êtes déçu de ça? Écoutez, moi j'ai tout donné pour lui, j'ai été loyal jusqu'au bout, je ne le regrette pas et je l'apprécie beaucoup humainement. Après, chacun fait ses choix politiques et je ne mélange pas la politique et l'amitié. J'aime toujours autant François Hollande, mais il fait d'autres choix politiques et il a bien raison, c'est de suivre son instinct qui n'est pas mon propre chemin. Et Gaspard Ganzer, pourquoi vous êtes candidat à la mairie de Paris? Parce que c'est quand même un investissement personnel très important, vous avez une famille, c'est aussi un investissement financier. Donc on a envie de comprendre vos motivations, comment vous financez votre campagne. C'est une question que les gens peuvent se poser légitimement, parce que moi j'ai décidé de partir tout seul. C'est-à-dire que j'ai pas de parti politique au départ, mais au début j'étais tout seul, et maintenant on est 2500 et 500 candidats dans tous les arrondissements, donc on est toute une équipe. Donc je ne suis pas tout seul à porter sur mes épaules cette campagne, on est tous ensemble. Mais pourquoi est-ce que moi personnellement j'ai décidé de me lancer? C'est parce que j'ai estimé qu'après avoir été pendant 10 ans le conseiller de Bertrand Delanoë, Laurent Fabius, François Hollande, il était temps que je sorte du bois moi-même, que je porte moi-même mes convictions, que je sois le porte-drapeau ou le capitaine d'une équipe plus large, et surtout parce que j'ai Paris dans le sang et que c'est Paris que j'ai envie de servir totalement. Voilà. Mais comment alors vous financez votre campagne? C'est sur vos deniers personnels? Alors, vous faites comment? Alors moi j'ai arrêté de travailler. Alors déjà moi j'ai arrêté de travailler. J'ai décidé de me mettre en retrait de l'entreprise que j'avais créée il y a maintenant 2 ans, entreprise 2017, qui existe toujours. J'ai économisé un peu d'argent. J'essaie de vivre plus sobrement avec ma famille et mes 4 enfants et ma femme, et on y arrive. On n'est pas du tout à plaindre, bien évidemment. Et par ailleurs, comme tout mouvement citoyen ou mouvement politique, on peut être financé par des dons de personnes physiques. Donc il y a des gens qui sont des membres du mouvement qui payent des cotisations. C'est pas des sommes énormes. Ils me donnent 20 euros, 50 euros, 100 euros. Ils bénéficient d'un petit avantage fiscal qui est lié à cela. Et nous, on vit chichement comme vie politique, comme parti politique, avec sobriété. On va pas faire des meetings à l'Accor Hotel Arena ou au Parc des Princes ou au Stade de France. On fait des réunions dans les apparts. Moi, j'en ai fait 300 depuis 2 ans. Et ça coûte pas cher. Gaspard Ganzer, vous vous présentez dans le 15e arrondissement. Nous y sommes allés pour savoir si vos électeurs vous connaissent et ce qu'ils pensent de vous. C'est un ancien qui était avec Hollande et puis qui est candidat aux élections municipales. Pas du tout, je ne connais pas du tout ce candidat. Mais il est sans parti? Je ne sais plus vraiment quel parti ou quelle idée qu'il représente. Est-ce qu'il est encore au Parti Socialiste? Il a un physique qui passe très bien, il est très souriant, il est... Voilà. Non, il est très très sympathique. Il propose notamment de supprimer le périph' à Paris. Ah, très belle idée. Alors ça, je suis pas très pour. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut rester réaliste et cesser d'être dans l'utopie totale, les amis. Il y a des gens qui viennent bosser à Paris tous les jours, c'est pas pour les fâcher chier avec des trucs à la con, genre supprimer le périph', rendez Paris plus propre, déjà en enlevant les mégots par terre avant d'enlever les voitures. Alors Gaspard Ganzer, comment vous réagissez? Vous n'êtes pas connu de tout le monde. 2, je dois tout miser sur le physique, Oui, et d'ailleurs, je dois dire, quand j'ai tapé votre nom dans Google, il y a Gaspard Ganzer cheveux. Ah merde. Donc, visiblement physique. Chacun ses atouts. Moi j'ai une coupe de cheveux que je travaille, un sourire que j'essaie de pas faire trop prononcer. J'ai un rire affreux qui inquiète les gens parce que je ris beaucoup trop fort et je fais peur aux enfants. Non, blague à part, je pense qu'il faut que je travaille encore, parce qu'il faut toujours travailler plus pour se faire connaître. On est tous les jours sur le terrain avec les militants parisiens du 15e. Donc on commence la journée par une sortie de métro, on va sur les marchés, sortie du supermarché, on fait des réunions d'appart, et c'est comme ça qu'on peut se faire connaître. Il y a juste une chose particulière sur laquelle je souhaiterais réagir. À un moment donné, quelqu'un a dit la priorité, c'est nettoyer les rues, les mégots, etc. Eh bien, je suis d'accord avec ce jeune homme qui dit ça, parce que je crois que le vrai problème à Paris, avant de réfléchir à l'écologie, à la culture ou à l'attractivité économique, c'est de nettoyer les rues de Paris. Et moi, j'ai envie d'être le monsieur propre de Paris. Alors peut-être que je me couperai les cheveux, au résultat, me faire la boule à zéro, comme vous savez, l'emblème de monsieur propre, mais en tout cas, ça sera l'objectif.
Mais c'est pas antithétique, hein. On peut faire de la culture et Bien se sûr. soucier de la propreté. Mais je crois, bien sûr, et je pense qu'on peut faire les deux ou les trois en même temps, bien évidemment. Mais je crois aussi que faire de la politique, c'est fixer des priorités. Et je pense que les priorités à Paris, aujourd'hui, c'est la reprise de contrôle de l'espace public, la propreté et la sécurité. Et si on devait en retenir qu'une seule de priorité, ce serait quoi? Bah, je pense que c'est la propreté. J'aurais préféré être le candidat à la mairie de Paris qui dise moi, je veux être le candidat de la culture, je veux être le candidat de l'écologie, le candidat du vélo. C'est plus cool, quoi. Mais je crois que ce que les gens attendent, c'est d'abord qu'on nettoie les rues. Moi, dans toutes les réunions d'appartements que j'ai pu faire au cours des derniers mois et des dernières années, plus de 300, à chaque fois, les gens me parlent avant tout de propreté, de poubelles non ramassées, d'absence d'outils de tri sélectif, de crottes de chiens et d'urine dans la rue. C'est pas très glam, hein. On aimerait faire de la politique pour défendre la paix dans le monde, et bah, je crois que ce que les gens attendent, c'est d'abord qu'on nettoie les rues. Mais alors, c'est quoi vos solutions concrètes? Parce que il en faut. Monsieur Ah bah, Propre, elles sont, alors, Monsieur Propre, Gaspard Ganzer a des solutions. La première, c'est d'augmenter le nombre de poubelles à Paris, notamment de poubelles de tri sélectif, parce qu'il n'y en a quasiment pas dans l'espace public, contrairement à ce qui se passe à Madrid, à Londres ou à Berlin, et puis aussi dans les copropriétés. Deuxièmement, changer l'équipement des pauvres balayeurs dans la rue. Vous savez, aujourd'hui, ils sont avec des balais en plastique dans la rue. C'est exactement comme si vous essayiez de nettoyer votre appartement avec une brosse à dents. Vous avez peu de chances d'y arriver. Donc, il faut mécaniser, équiper. Il n'y a pas que ça, il y a quand même aussi, je veux dire, des jets d'eau. Il y en a un peu. C'est quand même mécanisé aussi. Il y en a un peu, vous avez raison de le dire, mais en fait, il ne devrait plus y avoir aucun balai en plastique, parce que ça sert vraiment à rien. C'est quasiment un supplice d'essayer de nettoyer une rue avec un balai en plastique et un sac plastique. Vous n'avez aucune chance d'y arriver. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il faut être plus dur aussi avec ceux qui ne respectent pas l'espace public. Aujourd'hui, quand vous garez votre voiture au mauvais endroit, vous êtes sûr à 100% de vous retrouver à la fourrière. Quand vous jetez un mégot par terre, un gobelet par terre ou des déchets par terre, vous êtes quasiment sûr de pouvoir n'avoir aucune amende. Donc moi, je suis pour tripler les amendes contre ceux qui ne respectent pas l'espace public, passer de 60 à près de 200 €, et surtout créer une police municipale qui sera là pour surveiller les gens au quotidien sur ces sujets-là et faire respecter la civilité dans la rue. Un manager de rue, peut-être? Non, tout simplement une police municipale. Moi, je me méfie de la réinvention permanente de termes pour qualifier les choses assez simples. Moi, je crois qu'il faut tout simplement une police municipale chargée de faire respecter l'espace public. Alors, Gaspard Ganzer, nous sommes allés dans les rues de Paris et deux Parisiens vous interpellent. Regardez. Bonjour, je me présente, je m'appelle Clean, j'habite dans le 18e arrondissement et je voudrais savoir pourquoi vous voulez supprimer le périph'. Car ça nous sert à arriver plus vite chez nous. Si vous supprimez ça, ça va être compliqué. On va être encore plus dans les bouchons. Alors qu'il y a déjà beaucoup de bouchons dans Paris, ça va être encore plus compliqué. Est-ce que l'on pourrait mettre beaucoup plus de poubelles dans Paris ? Parce que moi qui ai un chien qui ramasse mes crottes, je me promène, il n'y a jamais de poubelle. Enfin, il n'y a pas assez de poubelles sur Paris. On voit un monsieur propre, ça marche. Vous avez donc proposé de supprimer le périph', Benjamin Griveaux de déplacer la gare de l'Est et d'en faire un Central Park parisien. On a l'impression que c'est un peu le concours l'épine des propositions pour se faire entendre et se faire connaître. Bah, je ne parlerai pas pour les autres, hein. Chacun est libre de ses propos et de ses propositions pour en discuter par ailleurs. Mais moi, il y a près de 2 ans maintenant, j'ai proposé de effectivement supprimer le périphérique. Pourquoi? Parce que c'est une autoroute 2 fois 4 voies polluante qui coupe la métropole en deux et qui en plus ne résout aucun problème parce qu'il est congestionné du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas proposé de le dynamiter en 24 heures, même si artistiquement ça pourrait être intéressant. J'ai proposé de le transformer en 20 ans. Pour y mettre à la place des espaces verts, des circulations douces, des équipements publics, des logements, et de le faire avec toutes les communes de la métropole et tous les habitants de la métropole. J'ai envie, là pour le coup, c'est pas Monsieur Propre, c'est peut-être l'Haussmann du 21e siècle qui a envie de dessiner la ville autrement pour les 20 prochaines années. Mais alors, il y a 1,2 million de véhicules par jour qui passent sur le périphérique. Vous voulez en faire quoi, ces véhicules? Ils disparaissent ou Ah non, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir disparaître. Dans ce 1,2 million de véhicules par jour, il y a un tiers qui font, on va dire, du trafic ou des trajets qui sont, par exemple, de Strasbourg à Bordeaux ou de Barcelone à Bruxelles, c'est-à-dire trajets nationaux et internationaux. Eux, ils n'ont pas vocation à passer par le périphérique, un peu comme ceux qui traversaient Lyon n'avaient pas vocation à passer par le tunnel de Fourvière, mais plutôt à contourner la ville. Donc là, il faut muscler, développer la 86 et la Francilienne, qui sont des autoroutes de contournement de la ville, pour que ces poids lourds et ces véhicules qui utilisent Paris en transit passent par autre chose. Il y a un tiers
qu'il y a du trafic régional, c'est-à-dire des gens qui vont de Versailles à Créteil, par exemple. Eh bien, eux, ils prennent leur voiture non pas par plaisir, ils le font parce qu'ils n'ont pas de mode de transport adapté. C'est pour ça qu'il faut développer le Grand Paris Express. C'est un projet de Nicolas Sarkozy de développement de nouveaux lignes de métro, mais aussi peut-être d'autres choses. Moi, je veux un Vaporetto parisien qui aille de Créteil à la Défense, prolonger certaines lignes de métro comme la ligne 10, développer le véhicule autonome pour permettre aux Franciliens de se déplacer autrement. Et puis enfin, il y a un tiers de gens qui sont des Parisiens. Pour certains d'entre eux, ils prennent leur voiture parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans le métro parce que le métro est en mauvais état. Et d'autres, ils ont besoin de leur voiture parce qu'ils sont en situation de handicap, ils sont trop âgés, ils ont une famille nombreuse. Eh bien, eux, il faut les aider à pouvoir continuer à circuler en voiture, peut-être des voitures plus propres et en prenant autre chose que le périphérique. Gaspard Ganzer, il y a donc la circulation, la propreté, mais il y a une question aussi sur le logement qui est quand même cruciale pour les Parisiens. Alors Benjamin Griveaux, il propose de prêter 100 000 euros pour que les classes moyennes puissent acheter un appartement. Vous en pensez quoi et vous proposez quoi? Alors sur le logement, il y a un vrai problème. Les prix ont totalement explosé aujourd'hui. La moyenne, c'est 10 000 euros du mètre carré à l'achat. Les loyers ont aussi largement augmenté. Et donc aujourd'hui, quand on est une classe moyenne, une famille de classe moyenne, on ne peut plus se loger dans cette ville. C'est épouvantable. Les gens fuient la ville vaincus par l'argent. Moi, mes amis qui ont grandi avec moi dans le 15e arrondissement, ils habitent tous en dehors de Paris Intramuros. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut assumer qu'il faut construire des logements. C'est possible de le faire dans certains endroits. Dans la ZAC Paris-Nord-Est, sur les rails de Gare de l'Est et de Gare du Nord, on en parlait tout à l'heure. Dans la ZAC de Paris-Charenton dans le 12e, dans celle de Paris-Masséna. Première chose. 2, il faut construire une politique du logement à l'échelle de la métropole. Ça n'a aucun sens d'avoir des politiques du logement concurrentes entre Paris, Neuilly, Montreuil, Saint-Ouen et Montrouge. Il faut faire ça tous ensemble. Ça réduira les effets de bord et les externalités négatives. Après, il faut lutter de façon massive contre le développement des locations meublées touristiques. Je voyais par exemple hier qu'il y avait des biens qui se proposaient à l'achat pour faire de la location meublée touristique à l'année. Oui, mais en fait, on peut le faire parce que, en fait, par la loi, on peut réduire l'ampleur de ces phénomènes-là. New York l'a fait, Londres l'a fait, Barcelone l'a fait. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, il y ait plus de 5% du parc immobilier qui soit dédié à la location meublée touristique. C'est pas possible. Et enfin, il faut lutter contre la vacance des logements. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 logements qui sont totalement vacants depuis plus d'1 an. Et bien là, il faut pousser les propriétaires à les remettre sur le marché. Et je vais le dire, il faut le faire par l'outil fiscal. Alors, Gaspard Ganzer, vous avez envoyé un message à Benjamin Griveaux, Cédric Villani et David Béliard, celui de s'unir, de se rassembler face à Rachida Dati et Anne Hidalgo. Est-ce que votre message a reçu une réponse? Alors, pas très enthousiaste la réponse, parce que j'ai l'impression que ces gens sont un peu dans des rivalités type cours d'école. Donc en gros, il y en a un qui dit oui, moi je veux bien discuter avec toi, mais je veux pas discuter avec l'autre. Un autre qui dit moi je veux bien discuter avec lui, mais pas avec encore un autre. J'ai l'impression que tout ça n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire beaucoup on va dire de rivalité personnelle, d'ambition très narcissique, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on parle des Parisiennes et des Parisiens. Moi, je cherche pas à construire des mécanos. Je me suis lancé dans cette aventure il y a 2 ans avec près de 2000 personnes, justement, pour aller jusqu'au bout et à présenter des listes dans tous les arrondissements. Mais en revanche, je sais qu'au 2e tour, au 3e tour, il faudra construire des majorités, des rassemblements. Malheureusement, je suis obligé de vous dire, j'aimerais être plus positif et optimiste, mais c'est que les rivalités, les inimitiés sont telles, par exemple, entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux, qu'il va être très difficile de les mettre ensemble sur la table. J'ai toujours pas compris pourquoi ils refusaient de se parler au téléphone l'un et l'autre. Il y a un truc qui s'est passé entre eux visiblement d'assez grave, parce qu'évidemment, ils peuvent plus se parler. Et en même temps, quand on est monsieur 2%, est-ce que c'est réaliste d'y aller tout seul? Oui, c'est réaliste parce que dans une démocratie, on a le droit de porter ses idées jusqu'au bout et c'est fort heureux. C'est pas les sondages qui font l'élection, surtout que c'est une élection d'arrondissement avec un rapport de force qui se joue au niveau territorial. Les sondages, vous savez, c'est des échantillons de 1000 personnes à l'échelle d'une ville de 2 millions. Tous les candidats dans toutes les élections disent la même chose. Et ils ont raison, souvent. Vous avez raison, parce que si on avait écouté les sondages, Jacques Chirac n'aurait pas été président de la République, François Hollande n'aurait pas été président de la République, Bertrand Delanoë n'aurait pas été maire de Paris, Alain Juppé serait président de la République et il serait certainement très content. Donc on a raison de ne pas écouter les sondages, parce que eux-mêmes, les sondeurs le disent, ce sont des photos prises à un instant T. Mais particulièrement à Paris, ils n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est une élection d'arrondissement. Il n'y a pas une seule élection municipale, il y a 17 élections, parce que les 4 arrondissements centraux ont été regroupés en une seule circonscription électorale. Et du coup, l'écologiste Isabelle Saporta vient de rejoindre Cédric Villani. Comment vous l'avez vécu? Vous disiez il y a quelque temps que vous étiez un vrai binôme. Ah, je l'ai très mal vécu, je ne vais pas vous faire semblant de dire... Si j'aurais pu faire de la langue de bois en vous disant c'est pas grave, ça fait partie de la vie politique, je l'avais anticipé. Non, je l'ai mal vécu d'abord sur le plan humain, parce que je pense que faire de la politique, c'est quand même toujours avoir
un petit cœur qui bat. Et là, c'était pas possible d'apprendre ça par la presse, hein, parce que je l'ai appris par voie de presse. Et d'autre part, politiquement, c'était pas une bonne nouvelle, parce qu'on avait construit un tandem auquel je tenais. Après, j'en ai vu d'autres, j'en verrai d'autres, et on continue à avancer, mais c'était pas agréable à vivre. Hein. Et alors, entre les crèches gratuites, la déconstruction du périph', les bibliothèques ouvertes avec des horaires plus larges, toutes vos mesures choc, elles ont un coût. L'argent. Voilà, l'argent. C'est le nerf de la guerre. Vous financez comment? Vous proposez de dégraisser un peu le personnel de l'hôtel de ville, mais ça suffit pas, clairement. Alors déjà, je propose de faire des économies, ce que mes concurrents ne font pas. Hein. Donc j'ai effectivement proposé de baisser les effectifs de la ville de Paris de 10%, hein, donc ce qui ferait une économie à terme de 400 millions d'euros par an, ce qui est quand même pas rien pour financer la gratuité des crèches, la construction de nouvelles places, la création de la police municipale, la propreté, etc. et des projets d'investissement comme celui du périphérique. Mais il faut commencer par là, parce que la masse salariale a quand même largement augmenté au cours des dernières années. Il y a des fonctionnaires, hein, ils sont près de 50 000, mais il y a aussi beaucoup de contractuels, de vacataires, de stagiaires et autres. Il faut remettre de l'ordre. Vous imaginez qu'il y a 200 personnes à la com, 200 personnes au secrétariat général, 1500 personnes qui font de la logistique, plusieurs centaines qui font des finances et des RH. Il y a trop de gens dans les bureaux. Ils ne sont pas utiles, ils font rien. Certains le sont, mais moi j'ai travaillé à la ville de Paris pendant 5 ans et je sais qu'il y a certains qui sont malheureusement, qui n'ont pas assez à faire, qui aimeraient faire plus. Je sais pas, ou en tout cas on n'a pas cherché à faire ce pilotage des ressources humaines qu'on fait habituellement dans une entreprise, dans lequel on regarde poste par poste, emploi par emploi, si les personnes sont totalement utiles. Moi, je sais qu'on a besoin de gens dans les crèches, je sais qu'on a besoin de gens dans les bibliothèques, je sais qu'on a besoin de gens dans la rue pour nettoyer, pour surveiller les rues, et peut-être moins de gens derrière leur ordinateur ou dans des bureaux, alors qu'on aurait besoin de gens sur le terrain. Alors, 1400 personnes évacuées porte d'Aubervilliers, 500 à porte de la Villette. Est-ce que pour vous, le démantèlement des camps de migrants est une solution durable ? Solution de court terme, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas laisser des camps prospérer aux portes de la ville avec des gens qui vivent dans des conditions totalement indignes. Donc il faut le faire, et il aurait d'ailleurs fallu le faire certainement plus tôt. En revanche, on sait que ça ne règle pas de problème durablement. Pourquoi? Parce que la question migratoire, déjà, elle se règle au niveau de l'Europe, premièrement. 2, elle se règle au niveau de l'État, la France. Et troisièmement, les collectivités territoriales doivent trouver des solutions individuelles pour chacun si elles veulent pouvoir permettre à ces gens d'être mis à l'abri. Et vous proposez quoi à Paris, du coup? Moi, je pense que la ville de Paris doit prendre sa part. Sa part, c'est d'abord s'intéresser aux mineurs, parce qu'elle a une obligation, c'est de prendre en charge les mineurs isolés, ou pas d'ailleurs, hein, protection de l'enfance. Donc je pense que le premier devoir de la ville de Paris, c'est de mettre à l'abri tous les mineurs. Après, pour toutes les autres familles, avec la région de France et avec l'État, la ville de Paris peut contribuer à mettre à l'abri ces différentes personnes. On ne doit pas se prendre pour l'État en matière de gestion de politique migratoire. En revanche, on doit le secours social et sanitaire à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance. Et Gaspard Ganzer, vous êtes un homme de communication. Une petite question d'actualité sur le couac du gouvernement, sur le congé pour les parents qui ont perdu leur enfant. Votre réaction, à la fois en termes de communication et en termes politiques? Je vais commencer par le politique, parce que j'ai été désolé de découvrir ce qui est un couac, et parce que j'espère que ce n'est pas les convictions qui l'ont emporté. Je pense que la politique a besoin davantage d'humanité. Et donc l'idée d'agrandir la durée du congé parental quand on perd un enfant, évidemment, on ne peut que y être favorable, surtout que ça rapporte un coût minime à l'échelle de la souffrance incommensurable des parents qui perdent un enfant, ou parfois même plusieurs. Donc en termes de communication, ils ont cherché à se rattraper un peu aux branches, mais je pense qu'ils l'ont fait laborieusement, parce qu'il aurait suffi de dire, écoutez, on s'est trompé, c'était une erreur, et on le regrette et on s'excuse. Je pense que parfois, il faut savoir s'excuser, tout simplement. Oui, mais ils vont avoir du mal, l'exécutif et la majorité présidentielle va avoir quand même du mal à sortir de cette séquence. On a l'impression que ça va être un peu un sparadrap. Je pense que la seule manière, oui c'est sûr, mais je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de reconnaître qu'ils ont fait une erreur, même commis une faute, de s'excuser et de passer à autre chose. Parce que là, c'est ce qu'ils font, et la polémique ne s'éteint pas. Donc, après, les gens les trouveront certainement sincères, peut-être au bout d'un moment, mais malheureusement, ils n'ont pas fait tout de suite. Hein. C'est comme toujours, le problème, c'est quand on n'avoue pas une faute immédiatement, les gens doutent de votre sincérité. Et je pense qu'ils ont un peu trop cherché à raisonner. Et parfois, il ne faut pas raisonner, il faut juste baisser la tête et reconnaître qu'on s'est trompé. Merci Gaspard Ganzer d'avoir répondu à nos questions. Merci et d'avoir participé à 20 minutes chrono. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci.